BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Deuxième partie d'émission, vous le savez, consacrée désormais au private equity français, au capital investissement et la façon dont il accompagne les entreprises françaises et leur croissance. Et tout de suite, comme chaque semaine, avant toute chose, ce sont les news de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. Entreprise et capital. Et les news cette semaine, pour la première fois, c'est avec Aïcha Missi. Ça va bien ? Philippe, ça va et vous ? Très bien. Ravi de vous accueillir pour cette chronique qui va être désormais hebdomadaire ensemble. Absolument. Et on commence avec les services à la personne. Oui, absolument, avec Ublis, anciennement Atout Ménage, le spécialiste de l'entretien de la maison, qui a bouclé une levée de fonds de 2,3 millions d'euros gérée par M Capital Partners. Après 500 000 euros prêtés l'année dernière par la BNP, la société ouvre son capital à des investisseurs privés pour, je cite, réinventer le ménage à domicile. Concrètement, cette opération a deux objectifs: structurer l'offre en ligne d'Ublis autour des nouvelles habitudes de consommation, proposant par exemple des services haut de gamme via sa plateforme digitale. Mais surtout, cette levée de fonds sert à un projet social, Philippe. Dans quelle mesure est-ce un projet social ? Faire monter en compétence son personnel. D'accord. En plus de l'accompagnement et de la formation, les aides ménagères ont la possibilité de devenir ambassadrices de la société. Plus concrètement, elles peuvent être rétribuées via une commission en découvrant et en formant de nouvelles aides ménagères. Un complément de salaire plus une perspective de carrière est égal à un personnel fidélisé et moins de turnover du personnel. Et Dieu sait si le turnover est cher dans ces métiers. Oui. Absolument. On parle biotech ensuite avec une grosse levée, Orama qui lève 19 millions d'euros. C'est ça, la société nantaise Orama, fondée en 2014 par des chercheurs de l'INSERM, qui a annoncé le bouclage de son deuxième tour de table à 19 millions d'euros avec 4 nouveaux investisseurs, dont le fonds Courma Partners en chef de file. Donc deuxième levée de fonds en 2 ans pour Orama. Cette opération va permettre à la biotech de développer 2 médicaments destinés au traitement de la rétinite pigmentaire. C'est une maladie, messieurs, qui peut se déclarer à tout âge et qui peut conduire uniquement à une pour les hommes ? Mais surtout aux nôtres. C'est pas normal. C'est pas normal. Je n'ai rien dit. Donc à noter qu'un nouveau traitement sera, selon les dires de la patronne d'Orama, prochainement administré à un premier patient dans le cadre d'un essai clinique. Et on termine avec la Civic Tech, encore une tech là, qui est en train d'émerger, Oui. avec Make.org, et c'est incroyable, avec Make.org qui lève quant à elle 2 millions d'euros. C'est ça, la Civic Tech. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont toutes ces initiatives qui visent à rénover le fonctionnement de nos démocraties. Rien que ça. Il y a du boulot. C'est ça. Make.org, fondé par Axel Docher, qui était l'ancien président de Publicis France et le CIO de Deezer, qui vient de lever 2 millions d'euros. Cette plateforme de lobbying citoyen donc a annoncé avoir bouclé un tour de table de 2 millions d'euros auprès de fonds tels que Citizen Capital, Investir et Plus, mais aussi auprès de Raise et Clara Guémard qu'on a reçu tout à l'heure. L'objectif de cette levée de fonds, accélérer son développement à l'international pour couvrir l'ensemble des pays européens à horizon 2020. Merci Aïcha pour cette première, totalement réussie. Voilà. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos et tout de suite un premier couple entrepreneur-investisseur. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. On va regarder le sourire, puisqu'on va parler de Smile avec son président Marc Palazon et son investisseur Pierre Megnin, qu'on a d'ailleurs déjà reçu, qu'on est ravi de retrouver, le directeur associé chez Euraseo PME, Arnaud. Oui, alors notre binôme est constitué côté entrepreneur du dirigeant d'une ETI qui est un leader européen du numérique ouvert. Je vais laisser Marc nous redéfinir plus précisément ce qu'il en est de ce domaine d'activité. Le groupe a réalisé plus de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, il prévoit de passer allègrement les 80 cette année, mais il ne cache pas ses ambitions et notamment le fait d'accélérer son déploiement à l'international via de la croissance organique, mais aussi sans doute des acquisitions et faire aussi converger ses offres digitales. C'est une belle série de chantiers stratégiques qui explique sans doute que Smile se soit tourné vers les investisseurs et en particulier Euraseo PME. Vous le rappeliez, Philippe, Euraseo PME, ce sont des habitués de cette partie de notre émission. C'est logique d'une certaine manière cette rencontre, puisque vos cibles prioritaires, Pierre, en matière de taille d'entreprise, ce sont des PME de 50 à 200 millions d'euros. Et c'est d'autant plus logique dans le cas présent qu'Euraseo apprécie particulièrement les entreprises qui ont un fort potentiel de développement à l'international. C'est tout le sujet, encore une fois, de cette rencontre. Merci Arnaud, bienvenue à Marc Palazon et Pierre Megnin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer avec vous Pierre, c'est notre tradition, on commence toujours par les entrepreneurs. C'est une entreprise qui est quand même pas jeune, elle est née en fait en 91. Tout à fait, oui. C'est passé
passé beaucoup de choses depuis et le business avait rien à voir à l'époque, j'imagine. Alors l'informatique, ça bouge tout le temps, vous le savez. Oui. Donc globalement, effectivement, en 91, moi j'ai rejoint cette société en 2000, donc ça fait 17 ans que j'y suis, ça fait 10 ans que je la dirige. Donc elle a une longue histoire, ce qui lui donne une assise sur le marché importante, puisqu'on a toujours respecté nos clients et je pense que le marché nous le rend bien. Voilà. Alors, il y a eu d'un point de vue financier plusieurs LBO en plus successifs. Racontez-nous un peu l'histoire capitalistique qui vous a amené ensuite vers Euraseo PME. Oui, tout à fait. Donc en fait, avec l'arrivée d'Euraseo PME au capital donc, en 2017, c'est la 3e levée que Smile a réalisée, puisqu'il y en a eu une en 2009, minoritaire, et puis 2 majoritaires, une en 2013, et puis également en 2017 avec Euraseo PME. Donc effectivement, la société, pour se développer, a eu besoin de capitaux et d'investisseurs financiers. Donc c'est la 3e fois qu'on le fait. Vos métiers, vos pôles d'excellence, parce que je parlais encore une fois de numérique ouvert, mais pour ceux qui ne sont pas des geeks, qu'est-ce que ça recouvre plus concrètement ? Écoutez, en fait, on a la chance d'être le leader d'un marché qui converge avec 2 éléments forts. Le premier, c'est la transformation digitale. Il faut comprendre que c'est un phénomène puissant, très fort, puisque vous avez des nouveaux acteurs que tout le monde connaît, Facebook, Google, Uber, etc., qui se positionnent avec beaucoup de besoins informatiques et puis des nouveaux usages. Mais vous avez également toutes les entreprises historiques qui ont besoin de revoir complètement leur business model pour pouvoir se développer, voire même exister. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est une révolution depuis une vingtaine d'années. C'est l'open source, les logiciels libres, qui permettent flexibilité, ouverture et adaptabilité dans les logiciels. Dans les 2 cas, des mutations qui sont d'ordre mondial, donc il faut internationaliser ces activités. Et c'est tout le sens, là encore une fois, de la rencontre. Tout à fait. Donc en fait, on est basé en France beaucoup, mais également on a 4 filiales européennes, au Luxembourg, Belgique, Pays-Bas et Suisse. Et on a la volonté de se développer à l'international parce que pour une fois, je dirais, la France est leader dans l'open source et on a beaucoup de choses à faire valoir à l'étranger. Alors moi j'ai le sentiment, je vais peut-être aller vers Pierre, parce que je n'arrive pas à me souvenir du nombre d'entreprises qui me disent être spécialisées dans la révolution digitale et le passage au digital pour les entreprises. J'imagine qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur ce marché. Comment avoir repéré celui-là ? Qu'est-ce qu'avait cette entreprise Smile de plus qui vous a donné envie 2 fois de suite de les accompagner, en fait, Pierre Meillat ? Alors nous, on a la particularité d'avoir un portefeuille d'entreprises diversifié. Et ce qu'on cherche, c'est des caractéristiques communes à ces entreprises. Oui. Des leaders sur leur marché, donc des entreprises de taille également intermédiaire, et des leaders qui sont spécialistes et qui détiennent une marque forte avec une équipe de management expérimentée, qui est porteur d'un projet ambitieux et porteur d'un projet tourné vers l'international. Il faut qu'il y ait ces éléments-là pour vous séduire. C'est vraiment nos cases à cocher et il se trouve que Smile coche globalement toutes les cases. Donc c'est la raison pour laquelle on a été très intéressé par regarder l'opportunité d'investir dans Smile. 2 fois en plus. D'après ce que je crois comprendre. Non, plusieur fois majoritaire, mais je crois que la première fois était déjà avec Euraseo. La première fois, c'était avec un de nos confrères. Et puis, par rapport à l'étape de développement de l'entreprise, l'offre de la proposition de service d'Euraseo PME correspondait bien à ce que recherchait, Smile. On était dans un processus d'acquisition concurrentielle. Smile était une entreprise très convoitée. Et donc, par rapport à notre offre de service assez unique pour le segment du mid-cap, sur le thème du support à la transformation, que ce soit avec nos bureaux à l'international, que ce soit avec nos fonctions support au sein des équipes Euraseo, mais aussi avec notre capacité de réinvestir dans le projet Smile, aujourd'hui, demain, et puis même au bout de 5 ans. Donc ces 3 éléments ont su convaincre le management de nous choisir dans un processus où nous, compte tenu de notre connaissance digitale au sein de Euraseo, puisqu'on a des personnes dédiées à cette practice dans nos équipes. Ça représente beaucoup de vos investissements aujourd'hui digital ? Ça représente, alors on a une partie du business Euraseo qui s'appelle Euraseo Croissance, qui investit dans des sociétés qui sont très tournées vers le digital. Et après, le digital, c'est commun, comme disait Marc tout à l'heure, à chacune des entreprises par rapport au développement du business. Digital partout. Et donc, du coup, on a pu, travailler assez rapidement sur les audits et la compréhension du business pour se concentrer avec Marc sur la compréhension de son projet et la façon dont, ensemble, on pouvait former la meilleure équipe pour tripler la taille de Smile dans les 5 ans qui viennent. C'était ça l'objectif, x3 en 5 ans. Arnaud. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur ce comment ? Parce qu'on voit bien que l'un et l'autre, vous cochez vos cases respectives. Mais ensuite, vous avez évoqué, Pierre, votre attention aux personnes, au management. Comment est-ce qu'ensuite on veille à ce que la greffe prenne au mieux et que cette logique de coopération, au-delà de l'investissement, se mette en œuvre le mieux possible ? En fait, je parlais d'équipe, de complémentarité. Aujourd'hui, Smile est une société extrêmement bien organisée, avec une organisation capable d'évoluer pour amener justement à ce triplement de taille. Et donc nous, du coup, ce qu'on va essayer d'apporter, c'est de la complémentarité et une aide justement pour aller plus vite sur les sujets de croissance, notamment sur les croissances externes, puisque le management est déjà effectivement très occupé sur développer et livrer la croissance organique qui est très intense. Et donc on a chacun nos terrains de jeu, évidemment, en tant qu'équipe.
Quand on est complémentaire, on est plus fort. Mais Arnaud évoquait, pardonne-moi Arnaud, les cases que vous avez cochées, mais on n'a pas validé les cases que Marc en fait avait cochées quand il cherchait un investisseur, parce que vous aviez dit être très courtisé, c'est-à-dire que vous aviez le choix. Votre choix à vous, il s'est fait sur les mêmes critères qu'a révélé. C'est important. Il y en a eu d'autres. Non, c'est très important. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la stratégie. Chaque fonds a sa stratégie. Nous, on a la nôtre. Et je trouvais qu'il y a une convergence assez forte. Un leader plutôt français qui veut se développer à l'international, c'est clairement la thèse de Raseo PME. Donc ça matchait. Puis le deuxième élément qui est pour moi fondamental, comme je vous l'ai dit, c'est la troisième fois que je fais une levée. Ce sont les hommes, les gens qu'on rencontre, leur transparence, la manière de travailler. Et donc, on sait qu'on va travailler plusieurs années ensemble. Et donc, c'est très important pour moi. Mais ça, on aussi, sent comment quand on se dragouille comme ça, quand on se rencontre, quand on fait vous savez, il y a beaucoup... Comment on sent que ce gars-là, je vais le sens, il va être exactement ce dont j'ai envie. En fait, dans le cadre d'un processus de levée, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, beaucoup de travail. Et donc, ça permet de... Ouais, c'est bien 6 mois. Et donc, ça fait beaucoup de réunions et des moments tendus avec pas mal de travail. Et donc, ça nous permet de voir, ça permet de tester les choses sur le terrain. Et juste un petit mot important sur la transformation digitale. L'open source est un élément fort d'innovation. Et par exemple, l'IoT, qui est un élément fondamental, 90% des technologies, Internet des objets, pardon, 90% des technologies sous-jacentes, c'est de l'open source. On vient de sortir un livre blanc sur le blockchain. Donc, l'open source et la transformation digitale ne font qu'un, et l'open source accélère la transformation digitale. C'est important de l'avoir. Vous êtes surtout les créneaux aujourd'hui porteurs d'avenir. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a un plus porteur d'avenir d'ailleurs quand on parle d'intelligence artificielle? Vous êtes sur l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr, on commence à faire de l'intelligence artificielle, le blockchain, etc. C'est incroyable. On vit une époque incroyable avec des innovations phénoménales et c'est passionnant. Et derrière, il y a pas mal de business. Pour l'instant, c'est pas l'Amérique, votre territoire, ça pourrait le devenir ou pas? Dans un premier temps, ce qu'on s'est dit avec Eurasio PME, c'est qu'on a beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, la France est leader en Europe. Donc déjà, soyons successful en Europe. Et puis ensuite, bien entendu, les États-Unis, pourquoi pas. C'est votre job, ça, Pierre Megnin, peut-être de le pousser à un moment, d'y aller en disant, allez, maintenant je sens que tu es prêt, même s'il n'a pas forcément envie d'y aller, sur des territoires un peu peut-être plus risqués, parce que réussir en Amérique sur un métier comme ça, c'est pas si facile ou pas? C'est le job d'investisseur ou pas? Le job d'investisseur, il est justement effectivement de pousser le manager, pas dans ses retranchements, mais en tout cas de susciter de le challenger en fait, le plus loin possible, intérêts et effectivement de lui ouvrir un peu parfois des perspectives. Après, on a un vaste projet en Europe. On regarde aujourd'hui beaucoup d'acquisitions, en plus de la croissance organique. Oui. Après, il y a des acquisitions, puis après, il faut les exécuter, il faut les intégrer. Donc ça, c'est un vrai travail qui prend aussi du temps. C'est des métiers d'hommes, donc les sujets d'intégration sont extrêmement importants. Ceci étant, on a le relais aujourd'hui aux États-Unis. On est présent physiquement au Raseo à New York. Oui, c'est pour ça que je vous en parle. Et donc, on garde un œil sur effectivement le marché américain. Et dans les sujets de croissance externe, il y a une stratégie, puis il y a des opportunités. Bien sûr. Et donc, on verra ce que l'avenir nous réserve. Eh bien, garde à l'œil sur l'Amérique parce que je suis sûr qu'il pourrait le saisir. Merci à tous les deux. Je rappelle, Marc Palazon, que vous êtes président de Smile et Pierre Megnin, vous êtes directeur associé chez Euraseo PME. Tout de suite, un deuxième couple entrepreneur-investisseur. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Deuxième couple entrepreneur-investisseur, Maëlys Ferrer, directrice du pôle Large Venture chez BPI, et Monder Mahoubi, le président du directoire d'Inat Pharma. Arnaud, une bien belle pépite. Effectivement, vous employez le terme approprié. Dans notre second binôme, l'entrepreneur est à la tête d'une de ces pépites scientifiques qui font la richesse du tissu économique français et qui sont dans la compétition mondiale de l'innovation. Inat Pharma, c'est de la recherche et du développement en biotechnologie, pardonnez-moi. Je laisse à Monder le soin de nous préciser quels sont ses projets prioritaires du moment. Et son investisseur, elle, dirige le pôle Large Ventures. En gros, c'est une branche capital innovation de BPI France qui cible les sociétés technologiques à très fort potentiel et aux besoins de financement tout aussi forts. Large Ventures, je parle sous votre contrôle, a investi dans une trentaine de participations déjà pour un montant dépassant les 450 millions d'euros. Merci Arnaud. Si Maëlys me le permet, je vais peut-être démarrer par l'entrepreneur et demander en fait à Monder de nous raconter d'où vient cette entreprise créée en 2009, je crois. En 1999. En 1999, pardonnez-moi. Tout à fait. Encore pardonnez-moi. Il faut du temps de développement. Oui. Parce que les biotech, c'est long. Les biotech, c'est long. Quelle est l'histoire? D'où vient cette entreprise en fait?
En fait, l'entreprise est basée autour d'un concept qui est fondamental, mais qui était assez simple, qui est celui de l'immunothérapie. En fait, comment on peut réactiver le système immunitaire pour permettre justement à notre corps de détecter et d'éliminer les cellules cancéreuses. Et l'entreprise est née... Parce que votre territoire, c'est le cancer. Hein. Voilà, tout à fait. Et l'entreprise est née en 1999 sur le campus de Lumini, où on a un des fleurons de l'immunothérapie au niveau français, européen et même mondial, et par un groupe de visionnaires qui, avant les autres, avait justement réfléchi à la possibilité de mobiliser, réinitialiser le système immunitaire. Et l'entreprise s'est développée de manière assez positive, puisque au cours de ces dernières années, non seulement on a pu découvrir un certain nombre de médicaments qui ont permis de transformer le pronostic de cette maladie. Et quand vous regardez au cours des 5 dernières années uniquement, non seulement il y a eu un développement spectaculaire, rapide de l'immunothérapie du cancer. On a pu traiter des maladies qui jusque-là étaient complètement résistantes au traitement habituel. Et enfin, l'entreprise, bien sûr, est maintenant dans une phase de développement et de croissance. De nouveaux produits. Arnaud. Un développement accéléré, mais des activités extrêmement complexes et une compétition qui est mondiale, d'où, j'imagine, vos besoins de financement. Tout à fait. Oui, et en plus, c'est très lent dans vos métiers. Avant de faire la démonstration de l'efficacité. Le développement d'un médicament, en général, c'est en moyenne 10 ans. Il y a entre 4 et 5 ans ce qu'on appelle préclinique, avant la recherche justement sur l'être humain. Et ensuite, il y a toutes les phases de développement avant d'arriver à la commercialisation. En oncologie, ça peut être un peu plus court. Et justement, depuis l'avènement de l'immunothérapie, c'est encore plus court. C'est en moyenne 7-8 ans. Mais ça comporte en plus un risque parce que tous les médicaments... Ça peut très bien marcher en plus. Hein. Absolument. Il y a des études qui sont positives. D'où le risque financier sur lesquels on va venir. Absolument. Donc c'est là où il faut réfléchir à cet investissement en termes d'investissement long terme et surtout être diversifié, pouvoir non seulement avoir un portefeuille suffisamment large absolument, qui soit large. À partir de quelle taille d'entreprise peut-on mener plusieurs projets simultanément? Parce que chaque projet est coûteux et lent. Est-ce qu'il y a une taille minimale pour cela? Alors, justement, l'entreprise a quasiment doublé de taille au cours des 3-4 dernières années. Oui. Nous sommes 180 salariés. Tous des grosses têtes, tous super diplômés, des chercheurs, essentiellement des scientifiques tournés justement sur le domaine de l'immunothérapie. Il est important de savoir que pour pouvoir continuer à survivre, surtout l'ambition de devenir un leader mondial dans le domaine de l'immunothérapie du cancer, nous devons investir sur l'innovation, la recherche et donc avoir de nouveaux produits. C'est notre objectif numéro 1, avoir ce leadership scientifique. Mais en même temps, nous voulons investir dans d'autres compétences que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de développer ces médicaments nous-mêmes et de créer donc de la valeur pour ces produits avant de pouvoir les licencier avec des partenaires. Il est important de savoir et de vous rappeler que nous avons des licences avec Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Sanofi, donc des leaders mondiaux dans le domaine de l'oncologie qui vont nous accompagner dans le développement de l'entreprise. Alors Maëlys Ferrer, comment s'est fait la rencontre BPI dans tous les domaines aujourd'hui? BPI finance tous les secteurs d'activité porteurs de croissance. Large Venture, qu'est-ce que c'est d'abord chez BPI? Alors Large Venture, c'est une capacité d'investissement de près d'1 milliard d'euros dédiée aux sociétés en hyper-croissance. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre de l'investissement et favoriser l'émergence de champions et de futurs leaders sur leur domaine. Quand on dit hyper-croissance, tout secteur confondu dès lors qu'il y a de l'hyper-croissance possible? Oui, tout secteur confondu avec un cœur technologique. D'accord, il y a toujours de la technologie. Voilà, c'est ça que nous avons au sein du bio. portefeuille. Il n'y a pas que de la biotech. Pas que bio, et c'est une des originalités que nous avons, c'est d'être généraliste. Oui, parce que de plus en plus, on voit justement des véhicules d'investissement, mais qui sont de plus en plus spécialisés. Qui sont très spécialisés. Et une autre originalité que nous avons et qui s'applique tout à fait à Innate Pharma, c'est que nous avons la capacité d'investir dans des sociétés déjà cotées en bourse. Ah oui, parce que Innate était cotée. Était cotée en 2009. C'était à une époque où la bourse avait un appétit pour le risque assez restreint, voire très réduit. La société, à l'époque, capitalisait moins de 100 millions d'euros en bourse et avait des besoins capitalistiques. Et cette rencontre, ça a été aussi une histoire de transmission entre les premiers investisseurs qui ont accompagné la société depuis le démarrage, Sophie Nova notamment, Auriga et Alta Partners, et qui, une fois la société cotée, ont vocation à ensuite passer le relais. Et c'est d'ailleurs Jean Deléage,
un des parents du capital risque en France qui nous avait fait cette introduction. Et voilà, qui nous a dit qu'il avait vraiment une pépite dans son portefeuille et qu'il comptait sur nous pour assurer le relais. Alors effectivement, c'est une pépite. Cela étant, l'évolution et le dynamisme entrepreneurial français fait qu'il y en a un certain nombre. Pourquoi celle-ci en particulier a retenu votre attention ? Celle-ci, alors, il y a un caractère d'innovation extraordinaire. À une époque, en 2009, où l'immuno-oncologie n'était pas aussi à la mode, aussi hot topic qu'aujourd'hui. Donc, il y avait un caractère de pari très important. Solution de rupture, pour faire court. Solution de rupture. Les accords signés avec les big pharma que tu citais tout à l'heure, Mondaire, n'étaient pas encore signés. Donc, BMS, AstraZeneca étaient encore à venir. Et une entreprise qui avait besoin d'un actionnaire de long terme assez structurant aux côtés de Novo Nordisk, qui lui était actif et présent au capital. Maëlys Ferrer, j'aime juste que plus que dans d'autres métiers du capital investissement, on parle beaucoup, on juge sur les hommes. J'imagine que les hommes, les équipes sont fondamentales. Mais là, il y a quand même une dimension sur la qualité de la recherche. Il faut avoir un vrai talent pour comprendre. Parce que, est-ce que vous avez chez BPI, même chez Large Venture, les hommes pour comprendre ce qui est en train de se tramer dans ces 180 cerveaux, pour dire qu'au-delà de la qualité qu'on perçoit des hommes, la recherche va aboutir sur ce marché mondial et solide. Comment on fait ? Alors, d'abord, on prend des gens qui sont compétents. Oui, et donc, on a toute une équipe spécialisée dans... compétent, il faut être très pointu. Dans les sciences de la vie, on a toute une équipe et on s'est appuyé à l'époque sur cette équipe aujourd'hui qui constitue notamment les investisseurs d'Inobio, qui est un autre fonds de la maison spécialisé uniquement dans les sciences de la vie. Et on fait des due diligence avec des experts. Et puis après, il y a une foi dans l'équipe managériale qui porte ce projet. Là aussi, ça compte. Et c'est essentiel. C'est le premier élément, le premier critère. À l'inverse, Mondaire Mahoubi, est-ce que le label BPI aujourd'hui est une vraie... ça ouvre beaucoup de portes, on le sait, quand le BPI vous accompagne aujourd'hui, c'est pas un sésame, mais en tout cas ça aide énormément. Ça a amené quoi, à part l'argent, BPI, dans votre aventure ? L'input stratégique. Je pense que c'est exactement ce que disait Maëlys à l'instant. Au-delà des fonds, qui étaient les bienvenus en 2009, parce que peu de gens voulaient investir dans la biotech et encore moins dans l'immunothérapie, il fallait avoir du nez, il fallait avoir aussi une confiance et en même temps une réflexion stratégique pour nous accompagner dans ce développement. Juste pour vous donner un chiffre, quand BPI est rentré, on n'avait aucun produit en clinique. On commençait à peine à avoir les premiers... Voilà. Aujourd'hui, on a 4 produits qui sont en développement clinique et un pipeline très riche d'autres produits et même de plateformes technologiques qui sont en train de... Ce que vous n'auriez pas pu faire sans cet apport. Certainement pas. Autant financier que de sur le plan stratégique, absolument. Et d'ailleurs, aujourd'hui, BPI nous soutient dans cette phase d'expansion nouvelle afin de faire de Innate Pharma, non pas un moteur de recherche uniquement, mais mettre le patient au centre de notre business model et devenir une société de biopharmaceutique intégrée qui puisse apporter des solutions thérapeutiques aux malades et donc transformer le pronostic de cette maladie. Il nous reste à peine 20 secondes, une dernière question et une réponse très courte par un chiffre. On saura quand si vous êtes devenu leader mondial ? Vous savez... il faut combien de temps encore pour le devenir vraiment ? Je pense plus de 10 ans. Allez. Nous, on y croit très fort. Bon, la BPI croit, nous, on y croit. Merci infiniment. Merci. En tout cas. Merci beaucoup. Mondaire Mahoubi, je rappelle que vous êtes le président du directoire d'Innate Pharma et Maëlys Ferrer, la directrice du pôle Large Venture chez BPI. Tout de suite, le mode d'emploi et ce sera la fin de l'émission. BFM Business, l'entreprise BFM. Le mode d'emploi. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la levée de fonds, Arnaud, c'est cette semaine avec Jean-Christophe Pic, un de vos collègues associés, professeur associé au CELSA et surtout consultant en stratégie financière. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors effectivement, Jean-Christophe, vous êtes un expert en entrepreneuriat et en gestion, en développement d'entreprise. Donc vous observez les bonnes pratiques des entrepreneurs et puis peut-être celles qui sont un peu moins bonnes parfois. Et justement, on va se focaliser sur celles-ci. Quelles sont les phrases, peut-être les mots à éviter quand on présente son projet en tant qu'entrepreneur à un investisseur ou un investisseur potentiel ? Bien, j'en vois très clairement 3 sur lesquels il faut être très prudent lorsqu'on va échanger avec son investisseur. La première, c'est de dire que le marché est immense, sans citer de chiffres ou donner des chiffres sans source. Bien sûr, l'ambition, l'optimisme est un facteur positif, est un facteur entrepreneurial, mais il faut se construire aussi des chiffres, des hypothèses de croissance sur des hypothèses de développement, sur des hypothèses documentées, construites
et argumentée. Même sur des marchés dont on ne sait rien parce que ce sont des marchés nouveaux, comme c'est souvent le cas en ce moment dans les startups? On trouve toujours des formes de repères. Il y a déjà des acteurs qui apportent des chiffres sur des marchés approchants. Oui. Il peut y avoir déjà des grandes tendances, des études de marché qui nous donnent des indications. Au final, il s'agit de satisfaire des besoins de la population ou à des entreprises. Oui. On connaît des chiffres là. Il y a toujours une forme de démographie des chiffres qui peuvent nous aider à donner des repères. Donc un bon marché, construire son mais intuition. des chiffres quoi qu'il arrive. Du concret, que tout cela devienne palpable, pour faire court. Par exemple, si vous pensez à l'ouverture d'un restaurant et dire mon concept est extraordinaire, je vais attirer la population entière, bien sûr, il y aura des enjeux de densité de la population autour de vous, bien sûr, il y aura des enjeux par rapport au passage à côté de vous, des tendances de marché par rapport à votre concept. Pensez que le marché est immense aussi pour faire penser à l'investisseur que vous pensez d'un bloc, vos clients, et que vous n'établissez pas de segmentation marketing et de segmentation plus précise de vos clients, et donc que vous pensez qu'ils décident tous de la même manière. Deuxième erreur. Eh bien, de penser qu'on peut faire la révolution, On l'entend beaucoup pourtant celle-ci. On va changer le monde. Bien sûr, il faut changer le monde et ça fait partie de la démarche entrepreneuriale, d'améliorer le monde. Je leur souhaite, et c'est un facteur primordial entrepreneurial. Ce qu'il ne faut pas oublier, en tout cas, quand on veut faire la révolution, changer le monde, c'est qu'il y a des habitudes déjà en place. Et donc, il faudra aller au-delà des réticences, au-delà des habitudes, et donc conduire véritablement une conduite du changement pour vos clients, pour vos prescripteurs, pour les gens qui sont en face de vous. Par exemple, on sait que les claviers AZERTY d'ordinateurs et de smartphones ne sont pas du tout ergonomiques. Ils n'ont pas été faits pour des écrans, mais pour des machines à écrire traditionnelles. Les grands acteurs de la téléphonie mobile sont au courant de cela. Ils connaissent très bien le clavier qui serait ergonomique, qui nous permettrait de taper plus vite et plus efficacement, et pourtant, personne ne change. Ils anticipent un débat de conduite du changement qu'ils ne savent pas maîtriser pour l'instant. Alors, quand vous voulez faire la révolution... Nos chers amis entrepreneurs, si quelqu'un peut se lancer là-dessus. Quand vous voulez faire la révolution, anticipez ces débats de conduite du changement pour convaincre les gens de faire autrement. On ne change pas le monde comme ça. Troisième erreur. De dire traditionnellement, je n'ai aucun concurrent. Ça Peut-être énerve. que l'on peut avoir aucun concurrent direct, c'est possible, vous avez une spécificité, une originalité sur votre service ou votre produit ou votre concept, mais il y a toujours une forme de concurrence. Les gens actuellement, vos clients font sans vous. Ils ont bien trouvé des solutions. Elles ne sont peut-être pas satisfaisantes, mais pourtant, ils trouvent des moyens. Donc votre débat, ça sera de montrer qu'il y a une forme de concurrence, que vous l'avez anticipée, qu'elle est indirecte et qu'il faut la prendre en compte. Par exemple, le marché des vélos de loisirs. Vous avez un concept très original sur un vélo. Il n'y a peut-être pas de concurrence sur votre produit en tant que tel, en direct, en frontal, mais il peut y avoir des concurrences sur d'autres formes de vélos. On peut faire votre vélo ou un autre vélo. Il peut aussi y avoir une concurrence indirecte sur faire une activité physique ou un autre moyen de transport. Donc anticiper ces enjeux de concurrence qui peut être plus large. Dernière question, Jean-Christophe, il nous reste juste quelques secondes. En général, on fait les trois ou en général, les gens font une de ces trois erreurs? Est-ce qu'il y en a qui cumulent les trois? C'est très classique ou pas? Heureusement, il dit oui souvent les ça trois. peut arriver, effectivement. On va retrouver régulièrement une de ces trois erreurs. Puis c'est vrai qu'on est dans l'élan entrepreneurial de l'optimisme. Il faut autant rassurer que donner confiance. Bien sûr. Donc faire attention à ces petits mots-clés. Et pour montrer qu'on a réfléchi à notre projet, on est prudent, mais ambitieux et optimiste. Merci Jean-Christophe Pic pour cette très belle chronique, professeur associé au CELSA et consultant en stratégie financière. Maintenant que vous connaissez toutes les failles, essayez de limiter à une seule sur les trois. Comme ça limitera les risques et ça permettra de lever des fonds. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Entreprise et Capital et bien sûr de l'entreprise BFM. Bonne fin de week-end à tous sur BFM Business. À bientôt. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.